On se trouve à Tchazilia, depuis 3 ans pour la guerre en Ukraine. On poursuit sur les dernières avancées russes à Tchazilia, sur le front de Pokrovsk. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à vous procurer notre magazine, car sans vous, notre travail est tout simplement impossible. Merci à tous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois, cette fois-ci pour ce format régulier, hebdomadaire d'information, d'analyse d'actualité en compagnie de Régis Le Sommier. Bonjour Merwan. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. J'ai un peu, comme tout le monde, on est un peu sur le qui-vive. Bah oui. Il y a tellement de choses qui se passent. Aujourd'hui, hier surtout, ça a été une journée, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, et on va dire à la tectonique des plaques, parce que les choses sont en train de bouger au moment où on parle, et peut-être pendant cette émission, il y aura encore d'autres choses qui se sont produites. Bien sûr, qui vont venir enrichir, Voilà. et notamment outre-Atlantique avec Donald Trump, qui poursuit dans ses décrets, mais surtout ses nominations, avec tout récemment Tulsi Gabbard. Absolument. Alors Tulsi Gabbard, c'est un personnage moi, que je suis depuis très longtemps, parce que je lui ai toujours trouvé une voix, on va dire, alternative, on va dire singulière, voire discordante au sein du Parti démocrate. Elle était élue d'Hawaï et elle avait pour habitude, toutes les semaines ou presque, de faire un point presse, mais sur les réseaux sociaux, où elle intervenait. Elle parle très bien. On l'a pu le voir d'ailleurs au moment de l'audition pour sa nomination devant le Sénat. D'ailleurs, elle a asséné quelques piques à destination de ses adversaires habituels. Et son leitmotiv à cette femme, c'est de dire, de lutter contre les interventions longues, coûteuses, sanguinaires, dans lesquelles se sont illustrés les États-Unis depuis 20-30 ans, on va dire, même avant, puisque la guerre du Vietnam était aussi vraiment une boucherie. Un peu bien sûr, avec des pertes colossales chez les Nord-Vietnamiens, plusieurs millions de morts, et chez les Américains, 58 000 GI quand même. Donc la vision de ces interventions à l'époque faites au nom de la doctrine du containment, c'est-à-dire d'essayer d'éviter que le Vietnam ne tombe dans l'escarcelle de la Russie soviétique, le combat entre le bien et le mal, le combat entre le communisme, etc. Donc cette intervention qui ensuite a donné lieu, de la part des Américains, à moins d'interventions, à des choses plus petites, plus contrôlées, à un rôle démultiplié de la CIA à l'époque. On parlera peut-être un peu après de la CIA, mais c'est-à-dire qu'il va intervenir soit à travers des faunées, on va dire, pour essayer justement de susciter des révolutions un peu partout dans le monde. Avec des partis d'opposition. Allant dans l'intérêt des États-Unis. Donc moins de guerre. Et puis après, on va dire peut-être après l'effondrement de l'URSS en 91, eh bien, le retour de ce qu'on appelait les Forever Wars, c'est-à-dire les guerres sans fin qui ont été l'Irak, l'Afghanistan. Au nom de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté, etc. etc. Et Tulsi Gabbard, elle, a toujours eu une position qui a toujours existé en politique aux États-Unis. Elle était incarnée à un moment par un homme politique qui s'appelait Pat Buchanan. Et dans tous les partis, même Ron Paul aussi, qui lui est plus un côté un peu, on dira, libertarien, a toujours été hostile à ce type d'intervention qui, quand on voit les faits, ne règle rien, n'apporte jamais la démocratie et jamais la liberté aux gens concernés, qu'on est censé sauver, qu'on ne sauve pas et qui se retrouvent dans un état, on dira un peu, pour résumer, ce type d'intervention apporte plus de problèmes qu'elle n'en résout, voilà, qu'elle n'en résolve, voilà. Et Tulsi Gabbard a toujours eu cette voix singulière. Alors on lui a reproché d'avoir rencontré Bachar el-Assad, par exemple, d'avoir eu des attitudes, on va dire, conciliatrices avec la Syrie, ou réalistes, en prenant en compte le fait que l'opposition syrienne était gangrénée par les djihadistes. Et là, d'ailleurs, elle a remis, on va dire, une pièce dans le jukebox, parce que le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Shara, est un ancien djihadiste. Et elle dit, pour moi, c'est un djihadiste. D'ailleurs, on remarque que les États-Unis ne sont pas pressés de lever les sanctions sur la Syrie, de lever les 10 millions de dollars sur la tête de Jolani. Tout ça, c'est encore en place.
l'inverse. Hein. Et je ne pense pas qu'avec Tulsi Gabbard, les choses vont encore s'accélérer, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, je vais terminer sur Tulsi Gabbard, c'est qu'elle le fait en ayant elle-même pris part aux interventions. Elle a été officier, elle a servi en Irak, donc elle a une expérience militaire. On ne peut pas lui dire, bah oui, mais vous... Non, moi je parle de là, et j'estime que, etc., etc. Et elle a toujours eu cette voix au Parti démocrate qui n'était évidemment pas la voix dominante, puisqu'on était plus sur de l'interventionnisme, on était plus sur un Parti démocrate, on va dire, aux mains des néoconservateurs, surtout dans la période Biden, où finalement les sources du pouvoir aux États-Unis étaient beaucoup plus occultes. Et c'était certainement pas ce président sénile qui dirigeait et qui tirait les ficelles, même si tous nos dirigeants, Emmanuel Macron en tête, nous assuraient que Joe Biden était fermement aux commandes des choses. Bon, en réalité, c'est pas ça. Et il y a eu évidemment la guerre en Ukraine qui était un cadeau fait aux néoconservateurs par Poutine lui-même, puisque c'est lui qui est entré en Ukraine, mais aussi par le fait que les États-Unis ont massivement investi dans cette guerre. Et là, on est en train de voir les choses complètement changer. D'ailleurs, à ce sujet, on est peut-être à la veille de révélations concernant peut-être le Maïdan. On a vu que l'US-Aid a été supprimée par Donald Trump, donc ça va peut-être ouvrir un peu la boîte de Pandore et découvrir un petit peu l'idéologie que vous venez de présenter, qui est celle de l'interventionnisme. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, si on peut faire un petit aparté là-dessus, à propos justement des découvertes d'Elon Musk, que fait Elon Musk sur l'USAID. Tout récemment nommé. Voilà, pour justement faire le ménage dans les administrations, dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale. Là, Elon Musk, lui, il y va à la tronçonneuse, ou il y va à la... façon Milei, un peu. C'est assez radical, mais ça a pour effet, en effet, de faire remonter à la surface des choses et de remettre, et je trouve ce qui est très intéressant, c'est que depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, aux États-Unis, c'est mis en place, je ne vais pas dire un gouvernement occulte, mais en tout cas, un certain nombre de forces. Alors, on peut les appeler les néoconservateurs, on peut les appeler la CIA, on peut les appeler l'État profond. Mais cet État profond, même si certains osaient le qualifier, y compris Emmanuel Macron d'ailleurs, qui a utilisé il n'y a pas si longtemps que ça ce vocable, Donald Trump ne l'utilisait pas du tout dans son premier mandat. C'est très intéressant, mais ayant eu à faire face lui-même à cet État profond, car qualifié de candidat non légitime, de personnes qu'on n'attendait pas, et surtout qui n'avaient pas comme but de déclencher des guerres pour on va dire, financer le lobby des armes aux États-Unis, ou en tout cas faire marcher cette machine infernale de l'intervention, qui se nourrit de ces interventions. Voilà. N'ayant pas cette vocation de faire ça, évidemment, il est devenu suspect et il fallait l'abattre. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, ça, c'est encore plus quand il s'est rendu compte du danger de l'État profond et quand il a décidé d'y aller. Là, il a eu droit à 33 tentatives d'attentat. Je ne vais pas spéculer. Il y a aussi beaucoup de fous qui se baladent. Un homme à cheveux bleus. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens que Donald Trump indispose et qui, parfois, aux États-Unis, sont prêts à prendre les armes qui ne sont pas si difficiles à trouver puisqu'elles sont autour. Voilà. Non, pour revenir sur ce qui est en train de se passer avec USAID, c'est qu'on commence à entrevoir une partie justement de cet État profond à travers, alors il y a les financements loufoques, la promotion, la défense des transgenres en Grèce ou au Guatemala par exemple, il y avait plusieurs millions de dollars pour la diversité, l'acceptation des minorités, enfin dans divers pays, des choses rocambolesques. Moi j'ai retenu la chasse aux fake news au Kazakhstan.
Il y avait un organisme qui était Au financé. Kazakhstan. C'est Voilà, absolument- donc c'est le fonds Marianne du Kazakhstan. voilà, et Je puis par le tournage et la production d'une série de Un rue Sésame, qui est la vieille série, mais qui marche toujours en Irak, et donc l'Irak était financé par USAID pour continuer la production de cette série. Voilà, bon, l'USAID, fondé en 61, qui opérait depuis sur 100 pays, avait aussi une utilité. Il y avait effectivement des vrais problèmes. Les États-Unis donnaient de l'argent pour vraiment soigner des gens, pour vraiment les nourrir. Donc c'est sûr que arrêter tous les programmes, voilà, il y a peut-être aussi des gens qui sont en péril à cause de ça. Mais surtout, je crois que quand je dis ce voile qui se lève, je pense en particulier à un groupe, une fondation privée à but non lucratif, ça c'est le terme, qui s'appelait National Endowment for Democracy, NED. La NED, elle a été fondée en 1983 par Ronald Reagan. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu plusieurs scandales, on va dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, déclenchés par des opérations clandestines de la CIA, qui étaient devenues un peu trop visibles. Des coups d'État au Brésil, Allende, qui est le plus célèbre, mais il y en avait plein d'autres. Et quand on regarde, il y en avait pratiquement tous les 2 ans, il y avait un truc qui se passait. Et Ronald Reagan a dit non, il faut arrêter, on va faire ça de façon plus intelligente, et on va créer cette structure dont le but est la promotion des institutions démocratiques à travers le monde. En gros, ça veut dire tout ce qui va dans le sens des Américains est promu, tout ce qui va contre les Américains, et évidemment, on finance contre lui, on va financer l'opposition, etc., etc. Et là, voilà, ils ont coupé les vivres à cet organisme, je vous dis, qui existait depuis 1983. Après, il y a aussi tous les lobbies, Hudson Institute, la Rand Corporation, qui sont plus, eux, des lobbies, on va dire, des véritables think tank, c'est-à-dire dans lequel on pense, mais par exemple pour ce qui est de la Rand Corporation, l'objectif affiché c'est comment à court terme ou à moyen terme assurer les meilleurs intérêts américains. En fait, toutes les études qui sont faites par la Rand, et elles peuvent avoir une utilité parce qu'elles peuvent dire au gouvernement américain, attention, vous n'allez pas dans le sens des intérêts américains. Donc tout n'est pas acheté, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers ces instituts le deep state du deep state. Oui, le cœur même. On est dans le cœur nucléaire du problème, qui est un problème en fait de démocratie justement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est donc cache-sexe de l'idéologie néoconservatrice, on va dire, des Victoria Nuland, des John McCain, etc., de l'interventionnisme américain dans le monde. Le volet financier, le volet de cette philosophie, on va dire, n'est absolument pas démocratique. C'est-à-dire, je reviens sur la NED, 1983, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'action de ce groupe dans le monde, par exemple, quand vous êtes un jeune sénateur ou un jeune congressman qui vient d'être élu ou qui a été élu il y a 10 ans ou même il y a 20 ans, vous n'êtes pas aussi vieux que ces institutions. Donc vous n'en connaissez pas le fonctionnement. Vous savez simplement qu'il y a de l'argent public dedans. Et donc en fait, quand vous regardez comment les Américains s'intéressent assez peu au reste du monde en réalité, d'où le message de Trump qui marche assez bien, America First, parce qu'ils en ont marre qu'on dépense de l'argent, mais bon, c'est très loin. Et quand on leur a vendu que Saddam Hussein, c'était Ben Laden, c'était un Arabe, et c'était 2 Arabes, forcément, c'était des gens hostiles. Et donc ça marchait très bien. Donc les Américains s'y intéressent peu. Leurs élus s'y intéressent aussi assez peu ou sont assez peu informés. Ce qui fait que vous avez une représentation aux États-Unis, c'est beaucoup plus, on va dire, nos élus à nous sont beaucoup plus formés, il y a des commissions plus informées de genre de choses que, on va dire, le sénateur de base américain, même si certains se sont fait des spécialités à l'international. Je pense à des gens comme Nancy Pelosi, à des gens comme Lindsey Graham, par exemple, ou feu John McCain, qui était un interventionniste de tout poil, qui était prêt à envahir tous les pays dès qu'il y avait un problème. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toute ou pratiquement la politique
internationale des États-Unis échappe à la représentation américaine en réalité. Et elle est dans les mains de ces groupes, elle est dans les mains de cette force occulte qui conduit justement des opérations, qui déclenche les révolutions de couleur, qui décide qu'il faut aller en Géorgie, qui décide qu'il faut aller en Ukraine. Pardon, Raphaël Glucksmann, excuse-moi. Mais bon, on a quand même chez nous aussi des gens qui ont participé à cet effort au nom d'une démocratie. Mais en réalité, quand on regarde... voilà. Penseurs, beaucoup. Ça me fait penser d'ailleurs aux Young Global Leaders aussi, qui sont aussi... Ça, c'est on va dire des actions qui ont été menées par le département d'État. Le département d'État, c'est la CIA, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le même, voilà. C'est la même, de même que l'ambassade russe, c'est aussi le KGB pendant longtemps. Voilà. Chacun a sa manière de dissimuler les choses. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer avec l'USAID, et ce que nous révèlent les travaux d'Elon Musk et de son groupe, eh bien, on commence à prendre conscience. Alors, vous avez raison, il va falloir voir quelles vont être les implications en Europe, si on va découvrir des choses. Que certains candidats ou surtout hommes en France, soient appuyés. Surtout en France, où l'atlantisme, c'est un courant politique qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, où on sait déjà que... Donc De Gaulle avait essayé justement de se... Bien sûr, De Gaulle est l'exemple de celui qui s'oppose. Mais à côté de ça, vous avez des gens comme Robert Schuman, comme Jean Monnet, qui sont... qui ont la paternité de l'Union européenne et qui étaient clairement pilotés par les États-Unis, ou en tout cas qui avaient une forte influence américaine. Donc tout ça a été... mais moi, ça m'a rappelé le livre magnifique d'Éric Branca qui s'appelle « L'ami américain ». Je conseille vraiment aux gens de le lire, où on apprend que y avait un type, par exemple, dans les années 50, qui s'appelait Wells Stabler, qui était le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis à Paris, et qui avait des enveloppes. Et alors, ce que dit Éric Branca, c'est que c'est pas dissimulé. C'est-à-dire que vous allez aux États-Unis, vous prenez les archives déclassifiées, tout est écrit. Et aux États-Unis, tous les courriers diplomatiques sont écrits, sont disponibles à la librairie du Congrès. Vous avez tout à disposition. Et Éric Branca est allé, et ce Wells Stabler distribuait des enveloppes, tantôt à Antoine Pinet, tantôt à Daniel Cohn-Bendit. Finalement, il achetait les voix de ces... Totalement. Tout ce qui était anti-De Gaulle était arrosé. Au point que la CIA a même, au départ, tenté sur l'Algérie d'appuyer le FLN. Le FLN était déjà sous la coupe des Russes, on va dire, et plutôt hostile vis-à-vis des États-Unis, a opposé une fin de non-recevoir. C'est pas grave, les États-Unis ont financé l'OAS. C'est ça. Et ils ont progressivement défendu sur l'échiquier, pour reprendre l'expression de Brzezinski, sur l'échiquier politique, ils ont défendu leurs intérêts. Oui. Et on a l'impression que ce sont les Européens, comme trop souvent, qui se retrouvent isolés et d'un nom de la farce. Là, c'est pire que tout. Ce qui s'est passé hier, moi j'ai écrit un papier, un édito ce matin sur le site d'Omerta, où clairement, l'avenir de l'Ukraine, c'est Washington et Moscou. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est même pas Kiev. Quand Donald Trump, un seul exemple, dans cette journée absolument folle qu'on avait vécue hier, qui a commencé par Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la défense, le secrétaire à la défense américain, en préambule de la conférence de Munich, qui explique 4 points. 1, les Européens, vous allez devoir payer largement, il utilise le terme overwhelmingly fund Ukraine. Largement, de façon écrasante, l'Ukraine. À la suite, ça va être vous qui allez payer. Ensuite, vous avez intérêt à augmenter votre budget parce qu'on ne va pas... L'Alliance, parce que la conférence de Munich, c'est ça. L'Alliance, l'OTAN, on ne va pas continuer à payer de façon aussi déséquilibrée si vous n'augmentez pas vos budgets. C'était d'ailleurs Trump qui disait plus d'investissement dans l'OTAN tant que les Européens eux-mêmes ne seront pas capables de financer et de payer. Absolument. Ouais. Troisième remarque, l'Ukraine n'espérait pas retrouver vos frontières d'avant 2014. Ouais. Ça, c'est clair. Et dernier point fondamental, vous n'allez pas rejoindre l'OTAN. Alors face à ça, ça a été la première salve, on va dire, de l'administration, très carrée, beaucoup moins...
vous savez, Pete Exec, on l'a caricaturé. C'est vrai qu'il a un peu une tête de G.I. Joe, des poupées Barbie. Il a cette bouille. On a dit c'est un peu. Il a fait un bouquin où il apparaît. C'est vraiment l'américain avec les tatouages, etc. Ancien militaire aussi, mais on s'est dit ce type au Pentagone, bon, il se retrouve au Pentagone et on remarque quand même qu'il a un côté carré. Et quand il dit les choses, on a vraiment retenu hier ce qu'il a dit, peut-être plus que les propos de Trump, qui sont en gros l'appui de tout ce qui a été dit, mais quand Trump parle, parfois on a une espèce de ronron qui se fait. Exactement. Là, le plan, la route a été tracée. Là, c'est l'opérationnel qui parle. Voilà, voilà comment ça va se passer. Voilà. Vous allez voir qu'avec Tulsi Gabbard aussi, ça va décoiffer, ça va être clair, net et précis. Et donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu une sorte, ce qui n'existait pas pendant le premier mandat de Trump, la bête est encadrée, Il a appuyée, mais aussi encadrée. Et Musk, évidemment, est on va dire le contrôleur en chef, un petit peu le contrôleur fiscal. C'est ça, il va maîtriser la gestion des finances. Et c'est intéressant comment tout ça se met en place et comment le rouleau compresseur se déploie. Moi, je suis quand même extrêmement surpris. Vous avez entendu comme moi sur Gaza, les errements de Trump sur la côte d'Azur, etc., le déplacement des populations. Et face à ça, le Hamas a voulu, répliquer en disant les Israéliens ne respectent pas l'accord, on arrête la libération des otages. Je regardais ce matin, donc Trump dit, si les otages ne sont pas là à midi, samedi, je déclenche le feu, de l'enfer. Bon. Un peu comme il l'avait fait avec le Nord-Coréen, avec Kim Jong-un. Oui, il avait eu le même... Mais c'est très intéressant parce qu'il avait déjà parlé, je l'avais cité dans un papier, il avait déjà parlé de faire la côte d'Azur, des casinos sur la côte nord-coréenne quand il avait rencontré Kim Jong-un. Donc à chaque fois qu'il va dans un endroit futile, ou en tout cas qu'il s'occupe d'un endroit futile, le plus pauvre, le plus arriéré, etc., il souhaite aux gens d'avoir des casinos, c'est la manière de Trump, c'est la vision du bonheur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, et là tout le monde se dit, il se met un ultimatum lui-même, les mecs du Hamas, ils n'ont qu'à rien faire, et puis qu'est-ce qu'il va faire de plus ? Vous savez combien de pourcentage de Gaza aujourd'hui est intact ? Je crois que c'est 370 km², 20% de Gaza seulement est intact. 80% de Gaza est détruit. C'est phénoménal. Donc quand Trump dit le feu de l'enfer, quel feu de l'enfer peut-il y avoir sur des gens qui vivent dans des gravats ou dans des tunnels ? Exactement. Bon, ça mis à part, on y croit, on s'est dit, bon, il se met encore un truc, là il est en train de partir en live, et ce matin, le Hamas qui dit, nous reprenons les libérations d'otages samedi, comme prévu. Ouais, finalement, sa manière fonctionne. Ça fonctionne. C'est terrible. Parce qu'on dit, c'est la dictature, c'est machin, ça y est. Bah oui, mais le gars... Voilà. Peut-être qu'on est, Régis, je me permets... On n'a plus l'habitude de l'action. Exactement, mais on est carrément dans le schéma inverse des politiques que nous connaissons, mais qui sont terrible. Dans le discours permanent, mais qui ne réalisent rien. Et finalement, en face, on a un homme qui fait du discours, en tout cas qui lance de la punchline, on dirait, mais finalement, sur le terrain, ça se traduit sur quelque chose de pragmatique, de direct. Vous savez, Donald Trump, dans son façon de fonctionner, a des gens autour de lui, donc les Tulsi, les Robert Kennedy Jr., et d'ailleurs, Robert Kennedy Jr., qui vient d'être confirmé, les Elon Musk, il y a Marco Rubio, qui est quand même plus, lui, d'obédience néoconservatrice. Pete Hegseth, c'est plus le nationalisme américain, mais pas tout à fait trumpiste, en fait, à la base, même s'il l'a rejoint. Et autour de lui, il y a un certain nombre de conseillers, et on appelle ces conseillers « team of rivals », c'est-à-dire une équipe de rivaux. Pourquoi ? Parce que Trump aime bien entendre plusieurs... Plusieurs sons. Mais c'est un businessman. Obama il les met finalement en concurrence. Il les met en concurrence, et c'est à celui qui met la meilleure offre. Ça, certes, mais... Barack Obama avait la même façon de fonctionner. Speak your mind, machin, etc. Sauf que Barack Obama prenait jamais de décision. Et que nous, on a un président qui a, on va dire, sanctifié le en même temps.
Oui. Donc, si vous voulez, voilà le type d'homme politique qu'on avait avant, qui était à l'époque pas si lointaine, mais quand vous prenez l'époque d'Obama, vous êtes vous êtes avec un communicant. Avec Trump aussi, il y a énormément de communication. Communication qui lui permet de rester central et de prendre ses ennemis et ses alliés à la gorge. Mais il y a aussi, j'avance. Oui. J'avance. Il se joue d'une certaine manière des médias, puisqu'il envoie, en fait, il tend des perches aux Non, mais médias. c'est lui qui qu'ils fait les médias. saisissent, et c'est lui qui décide de ce qui est vrai, ce qui n'est Mais pas. c'est lui qui fait les médias. Quand on regarde historiquement la façon dont c'est lui qui a mis en orbite Twitter. C'est lui qui a fait Twitter. C'est les controverses de Trump dans son utilisation du réseau social Twitter, la violence qu'il y avait dans ses propos, les réactions que ça a suscité. C'est ça qui a fait l'effet et qui a fait que Twitter, avant qu'Elon Musk s'en empare, et d'ailleurs à une époque, Donald Trump a même été chassé de Twitter. Il a été chassé à l'époque, je crois que c'était, comment il s'appelait, c'était pas Zuckerberg, mais c'était un autre, celui qui avait, le créateur, le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, voilà. Un mec de San Francisco qui avait décidé d'interdire le compte du président américain en exercice. Vous vous rendez compte? Donc c'était allé très loin. Mais bref, Trump avait participé de l'émergence de ces réseaux sociaux, qu'il a toujours maîtrisé à merveille, dont il s'est fait finalement un allié et un outil plutôt qu'il utilise pour avoir un contact direct avec le peuple. C'est très gaullien quand on y réfléchit. Le général de Gaulle pensait avoir parlé directement aux Français. Et donc là, Twitter, c'est la même chose. Et donc voilà, on est face à un personnage aujourd'hui qui, dans sa rapidité d'exécution, ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'il est au pouvoir. Oui, 15 jours. Donc, et déjà, combien de... Bon, là, il a tweeté un truc, j'ai fait plus en 15 jours que d'autres en plusieurs années. Ça laisse les Français rêveurs un peu. C'est Lénine aussi, pour reprendre le côté russe, qui disait, parfois, en un siècle, il ne se passe... et puis en une semaine... en fait, en un siècle, en une semaine, il ne se passe rien, et puis en une semaine, il se passe plusieurs siècles. Oui, il se passe voilà. Pour montrer l'accélération, je ne sais plus exactement la phrase de Lénine, mais c'était mais voilà, et là, la journée d'hier, encore une fois, et c'est important de revenir dessus, si on la voit du point de vue de Vladimir Poutine, évidemment, des gens, des commentateurs qui ne sont pas toujours favorables à Omerta, on dit Poutine a dû déboucher la vodka au Kremlin. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont raison. Poutine, en recevant ce coup de fil, a dans le même temps reçu un coup de fil du fameux Ahmad al-Shara dont on parlait tout à l'heure, qu'un djihadiste arrivé à la tête d'un pays appelle Vladimir Poutine, c'est aussi un truc surréaliste. Et en même temps, la Russie vient de signer la création d'une base au Soudan. Donc c'était une journée, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de meilleure journée pour la Russie qu'hier. Voilà. D'ailleurs, on aurait pu se dire que peut-être Vladimir Poutine aurait cédé sur la Syrie pour mieux gagner sur l'Ukraine. Oui. On se rend compte que là, il est en train de gagner sur tous les tableaux. C'est assez terrible quand on est ukrainien. Ouais. Moi, je voulais quand même avoir une pensée pour ce peuple qui s'est battu depuis 3 ans, à qui qu'on a illusionné sur sa victoire, comme des commentateurs, et c'est surtout à ces gens-là que j'en veux, ont illusionné les Français en nous expliquant que l'herbe russe allait s'écrouler. J'en prends un exemple, Michel Goya, qui hier encore nous expliquait qu'une victoire ukrainienne était possible en 2025. Mais j'ai dit, mais faut qu'ils se débranchent, faut les débrancher, ces gens-là. Ouais. C'est scandaleux de continuer à entendre des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, je repensais à la phrase de John Kerry qui l'a rendu célèbre. Vous savez, John Kerry, c'était l'ancien candidat à la présidence, démocrate, diplomate aussi très chevronné, gros personnage du Parti démocrate aux États-Unis. Et John Kerry s'était fait connaître, et je terminerai là-dessus, par une phrase restée célèbre au moment de la guerre du Vietnam, dont on a parlé tout à l'heure. Il avait été auditionné, il était capitaine au Vietnam, il a servi 3 fois, je crois, 3 rotations, et il disait, devant le Sénat, on lui avait demandé, on lui posait une question, il avait conclu en disant « How do you tell a man, comment vous expliquez à un homme that he has to be
the last one to die for Vietnam. Comment vous expliquez à un homme qui doit être le dernier à mourir pour le Vietnam. Et en imaginant les Ukrainiens, j'ai pensé à ça, je me suis dit, quand on est un soldat ukrainien dans sa tranchée du côté de Pokrovsk et qu'on entend ce qui se passe avec Zelensky qui est évincé ou presque, les Américains lui disent faites des élections et ça. Trump dit vu que sa cote de popularité, je suis pas sûr que ça se passe très bien pour lui. Oui, et puis il y en a d'autres qui lui font concurrence, voilà. Notamment l'ancien Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des armées, Boudanov, enfin il y a plein de figures qui ont émergé dans cette guerre et donc le sort de Zelensky est en suspens et j'imagine un Ukrainien justement, je me dis qu'est-ce que je vais faire ? Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui pour remonter à l'assaut un lendemain avec des propos pareils, voilà, c'est terrible. C'est terrible quand on sait que c'est un peuple déterminé, que c'est un peuple qui a combattu et voilà. Je pense que le sort des armes aujourd'hui est jeté. Les négociations vont se faire. Alors, on pourrait parler de l'Europe qui se retrouve sur la touche complètement, mais surtout l'Europe n'a pas le choix que d'accepter le plan de Trump, quel qu'il soit. C'est-à-dire, on n'a ni les moyens de remplacer les Américains. Or, ils vont quitter. Déjà, on finance majoritairement l'aide à l'Ukraine, c'est plus les États-Unis, mais on n'a pas non plus les compétences ni les moyens de financer complètement et de remplacer complètement. On voit l'état économique de la France, c'est l'Allemagne, moteur de l'Europe, donc c'est très bien que... Bien sûr. Et les Allemands, je pense, qui ont toujours un peu une longueur d'avance par rapport à nous, surtout si c'est l'AfD qui prend le pouvoir, mais même si c'est la CDU, vont renouer le tuyau avec la Russie, puisque la clé d'un retour de l'économie allemande, c'est le gaz à pas cher russe. C'est ça qui était la base. On coupe le tuyau, il n'y a plus d'économie allemande et c'est ce qui s'est passé. Donc ça va être la partie de poker qui est en train de se passer au niveau international, elle va être... et je terminerai aussi en disant que si Trump fait ça, si Trump fait ses cadeaux à Poutine, c'est parce que Trump a en ligne de mire la Chine, dont il a toujours dit qu'il regrettait qu'on ait poussé les Russes et les Chinois dans les bras des Chinois, et il veut à tout prix éviter ça pour pouvoir justement affronter, ou en tout cas dans cette nouvelle guerre froide qui est en train de se mettre en place. Diviser pour mieux. C'est ça. C'est ça. Puisqu'il a évoqué la question du dollar, il a évoqué plein de choses, il l'a dit. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il y a une certaine transparence. C'est-à-dire quand il parle des propos avec Poutine, il dit on a discuté de ça, on a discuté des crypto-monnaies, on a discuté... Voilà, et c'est assez transparent. Nous aussi, on a eu des présidents qui ont de temps en temps dit des choses qu'il ne fallait pas qu'ils disent, mais si vous voulez, avec Trump, il y a une forme d'abord d'honnêteté sur les intentions. Ce qui n'est pas le cas d'autres, et on sait à peu près où on va. Voilà. Pour pas nous reprocher d'avoir fait uniquement de l'international, je me demandais si éventuellement on pourrait avoir un mot sur Retailleau qui se déclare candidat aujourd'hui ou hier il me semble. Et comme j'ai vu une de vos interventions au sujet du retour des djihadistes en France, je trouvais que ce serait peut-être intéressant de faire un petit mot là-dessus, de voir qu'en face de politiques comme Donald Trump, qui ne sont pas du tout des carriéristes, mais ce sont des hommes qui sont habités par une vision, une mission, on a chez nous finalement des carriéristes. Ça m'a toujours... c'est intéressant qu'il se soit déclaré candidat hier. Je prenais souvent, au moment de l'élection de Trump, je prenais souvent comme exemple la future administration, l'actuelle, puisque Tulsi Gabbard et Robert Kennedy Jr. ont été confirmés, en expliquant que les gens que Trump avait embarqués avec lui
n'était pas forcément de sa sensibilité, et même lui-même n'est pas forcément un républicain pur jus, mais si vous voulez, c'était souvent des démocrates qui avaient vu une évolution du Parti démocrate qui ne leur satisfaisait pas, et qui ont rejoint le camp républicain, et Robert Kennedy Jr. et Tulsi Gabbard en sont les deux exemples les plus frappants, et que ces gens-là n'étaient pas là pour faire de la figuration. S'ils arrivaient, c'est qu'ils avaient réellement des idées. Robert Kennedy Jr., c'est un type qui lutte, qui a des causes depuis des années, qui a dévoué sa carrière entière d'avocat à défendre des causes environnementales. La santé aussi. Qui risquent parfois d'être peut-être en contradiction avec les intentions de Trump sur le offshore drilling. Voilà. Donc c'est sûr que tout ça ne va pas être parfait. Mais sur la question de la santé, je pense que Robert Kennedy Jr. met le doigt sur un vrai problème à la fois de toxicomanie, que lui-même a connu, puisque ancien toxicomane, et aussi sur les questions d'obésité, les problèmes de santé des Américains. Donc s'il y a quelqu'un qui est vraiment... Mais on a l'impression qu'il est... Voilà, il va mettre les mains dans le cambouis. Elon Musk n'est pas là pour... il est là pour amener le pays dans le futur, voire l'amener sur Mars. Donc il a ces rêves-là. Donc c'est l'idée de la nouvelle frontière, c'est l'idée on regarde les étoiles, on regarde plus les fusées qui tombent, mais on regarde les fusées qui montent. Et donc il y a cette magie chez Musk qui s'incarne totalement avec le rêve américain et qui redynamise un rêve qui était, il faut bien le dire, avec le vieux Biden, un peu en panne. Ouais. Et donc là, on a ces gens-là déterminés. Les types qu'il a placés, Rubio, etc., tous ces gens-là sont des soldats aux ordres, mais qui vont appliquer la politique. Et puis à côté de ça, je l'avais dit, parce que au moment de la composition du gouvernement, Bruno Retailleau disait qu'il y allait, et on entendait Laurent Wauquiez qui disait « Ah, s'il y va », il avait dit genre « il risque de lui faire de l'ombre pour la campagne de 2027 ». Et là, il est ministre de l'Intérieur, il en profite pour dire si j'ai des résultats, c'est pour... Voilà, et quand vous regardez la différence entre les deux, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que vous avez un système en France, hélas, totalement cadenassé, dont on voit d'ailleurs que le même Retailleau se heurte à une sorte de canevas juridique, avec le syndicat de la magistrature, avec le Conseil constitutionnel, avec tout un tas de groupes qui sont censés, le Conseil constitutionnel était censé observer, acquiescer. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ces instances-là ont pris le rôle des politiques, c'est-à-dire le politique est soumis au juridique, alors que chez Trump, c'est l'inverse. C'est l'exécutif. Quand on dit l'exécutif, c'est on exécute. Voilà. Après, il y a un cadre. Lui, il a renversé la tendance. Alors, il va se heurter. Il y a déjà des juges qui ont déclaré illégales certaines de ces directives. Il y a déjà des plaidoiries dans les États, notamment contre ICE, qui est l'organisme chargé de rapatrier les migrants clandestins. Donc, il y a des procédures. On reste dans une société de droit, dans un état de droit, comme on est en France. Mais en France, l'état de droit supplante aujourd'hui les politiques, et Bruno Retailleau a beau, on va dire, se dépatouiller, effectivement sur cette question des djihadistes qui est cruciale, tenter des choses, etc. Mais bon, les déconvenus sont parfois incroyables. Cet influenceur sous OQTF algérien qui non seulement n'est pas accepté par l'Algérie, revient en France. Un tribunal, le tribunal de Meaux, je crois, un juge décide finalement qu'il faut le libérer. Il était en centre de rétention administrative. Finalement, il sort et on lui donne 1 200 €. Voilà. Ouais. Et le type a insulté, craché notre pays, appelé au meurtre et au viol des Françaises, quand même. On est... Voilà. Et nous, on est cadenassés. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, avec un président, on va dire, incapacité par ses bêtises, ces décisions stupides de dissoudre l'Assemblée nationale, et comme ça ne marche pas, et qu'il a un ego tellement démesuré qu'il ne va pas se remettre en cause en disant « bah ok, j'ai fait une erreur, j'ai payé, maintenant je remets en cause mon mandat ». Ça, c'est le courage. Le courage, ça veut dire oui, j'ai fait une erreur magistrale, j'ai grippé le pays.
Et là, vous avez un François Bayrou, dans le même temps, Premier ministre, qui lui lutte pour faire passer son budget et sans savoir si au prochain tournant, il ne va pas se faire censurer. Ouais. Voilà, et on va vivre 20 mois comme ça. Et c'est long, et c'est d'autant plus long qu'on voit le monde s'accélérer autour de nous, qu'on voit les changements, qu'on voit ceux qui ont pris des options aujourd'hui être remportés. J'ai peur qu'on ne soit plus dans la marche de l'histoire, qu'on en soit en dehors. On est des contemplatifs aujourd'hui. C'est le propos qu'avait eu par exemple Tom Benoît dans un de nos entretiens, qui nous disait par rapport à l'évolution de l'Afrique, des nations africaines, de la technique, de la technologie en Afrique, bientôt ce sont les Africains qui vont venir pour nous expliquer, nous transmettre de la technologie. Prenez le Maroc, c'est en train déjà d'arriver, à la fois en diplomatie, à la fois en géopolitique, en économie. Au niveau de ses choix. Dans l'éducation nationale, où on a le niveau des Marocains qui supplante. Non, mais le Maroc est un très très bon exemple. L'Algérie, pareil, cadenassée par les vieilles structures, le FLN qui n'arrive pas à évoluer, qui a besoin de se nourrir de la narration victimaire, qui a besoin le FLN a toujours besoin de l'OAS, en fait. C'est terrible. Et la guerre d'Algérie, quand vous lisez la presse algérienne, elle n'est toujours pas terminée. Donc ça bloque complètement la société. Mais le Maroc n'a pas ce problème. La Tunisie, il a moins, mais la Tunisie lutte il y a encore des courants. Mais l'exemple le plus éclatant, c'est le Maroc, qui a su miser d'ailleurs aussi sur les États-Unis, qui a su se rapprocher d'Israël. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais qui a su s'inscrire dans un mouvement, on va dire. Profiter des fameux accords d'Abraham, justement, décidés par Trump pendant son premier terme. Et voilà, et donner une autre image du monde arabe, évoluer. Et aujourd'hui, je pense que le roi du Maroc, même s'il n'a pas toujours pris d'excellentes décisions, notamment au regard de l'héritage de son père, qui avait quand même beaucoup fait, par exemple sur les questions de sécurité intérieure, de traitement des djihadistes, enfin en tout cas de l'islamisme radical. Le père était beaucoup plus Hassan II, c'était une main de fer. Mohamed VI, voilà, ça a été un libéral, on va dire. Mais là, il a fait prendre à son pays un tournant qui est quand même très intéressant et que je n'ai pas écouté l'interview de Tom Benoît, mais je peux imaginer aussi qu'il y a d'autres pays d'Afrique. Et peut-être que cet appel des BRICS n'est pas simplement, il faut le voir, peut-être, cette création de ces pays-là, pas simplement comme une idée de revanche sur l'Occident, mais peut-être comme une idée de nous voulons nous épanouir nous-mêmes. Et si on peut vous aider à un moment, on vous aidera. Voilà. Donc ce sera le fin mot de notre entretien sur cette actualité à la fois géopolitique, nationale, économique. Et merci beaucoup. Et merci Merwan. Et à la prochaine alors. Bah oui, voilà. La semaine prochaine. Ça marche. Ok. Chers abonnés, merci infiniment de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission d'actualité avec Régis Le Sommier. N'hésitez pas à commenter, partager tous nos contenus, à télécharger bien sûr l'application Omerta où vous pouvez retrouver tous nos contenus et surtout nos documentaires. Le dernier sur la région de Koursk et les Français de Poutine. Très bientôt, vous aurez un documentaire sur la Syrie après Bachar el-Assad. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Tout ça à découvrir sur notre application et notre site internet www.omertamedia.fr. Et je vous dis à très bientôt.